Sommes-nous seuls? Jusqu'à présent, nous, habitants de la Terre, observions les étoiles à la recherche de preuves d'un autre type de vie. Mais la vérité n'est pas là. C'est ici. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique nous surveille le ciel. Bien caché au sein du ministère de la Défense, il existe des milliers de rapports d'observation d'OVNI, dont beaucoup restent sans solution. Mais aujourd'hui, après des décennies de secrets, ces dossiers ont vu le jour. Et pour la première fois, la vérité sur les OVNI au Royaume-Uni a été révélée. Presque une collision. Je ne peux pas deviner ce que c'était. La vérité est que je ne peux pas. Même aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. Un pilote de la Seconde Guerre mondiale a failli s'écraser contre quelque chose. D'habitude, je n'en parle pas beaucoup avec les gens, seulement avec mes amis les plus proches. Le radar a détecté un objet non identifié. De nouvelles preuves sur l'un des cas d'OVNI les plus célèbres, celui de Roswell. Si je pouvais prouver que l'origine de l'un de ces OVNI ne venait pas de la Terre, le système de croyance du monde entier changerait complètement. Des histoires étranges encore inexpliquées qui nous amènent à nous demander s'il existe réellement de la vie là-bas. OVNI en Angleterre. Nouveaux essais. Quels sont les 3 mots les plus recherchés sur Internet? Peut-être que les 2 premiers ne nous surprendront pas. Les OVNI sont profondément ancrés dans l'imaginaire populaire. Mais peu de mythes ont autant impliqué les enquêtes gouvernementales. Et ils ont été aussi surveillés et dissimulés que les OVNI. Quelqu'un qui sait bien avec quel sérieux les autorités britanniques traitent les observations est Nick Pope, ancien employé du ministère de la Défense. À partir de 1952, il a été décidé que c'était vraiment nécessaire. Une petite unité permanente pour étudier et enquêter sur le phénomène des OVNI. Et c'était déjà dans les années 50 et jusqu'en 2009. Quand le ministère de la Défense, j'avais un petit projet dédié au mystère des OVNI. Bob était responsable de ce département dans les années 90 et aidé avec des milliers de fichiers que le ministère avait rassemblés pendant des décennies. Maintenant qu'ils sont sortis de leur cachette, les principaux témoins des observations d'OVNI racontent leur propre version. Et tant les experts en la matière que les sceptiques et ceux qui croient. Ils se demandent ce que le ministère de la Défense garde secret. Le journaliste David Clarke a été le premier à convaincre le ministère pour mettre les dossiers en lumière. Grâce aux enregistrements, nous pouvons observer que les gens ont vu dans le ciel des milliers d'objets étranges dans les îles britanniques. Il ne fait aucun doute que les gens voient dans le ciel des choses qu'ils ne peuvent pas identifier. Cela a toujours été comme ça. K1. Le pilote a failli entrer en collision avec un objet inconnu. 6 janvier 1995. Les pilotes expérimentés d'un Boeing 737 avec 60 passagers sur la route Milan-Manchester rapportent qu'ils ont failli s'écraser. C'est l'incroyable observation d'un objet volant non identifié qui a rendu fou les autorités. Les dossiers du ministère de la Défense contiennent un grand nombre d'incidents impliquant des avions qui ont failli entrer en collision avec des objets volants non identifiés. Le plus impressionnant de tous a été le rapport réalisé par l'équipage d'un 737 de British Airways. Speedbird 5061 survolant les montagnes Pennines, 14 km. Ils étaient sur le point d'entrer dans cette banque de nuages. Le ciel était clair et la visibilité était bonne. Soudain, le copilote a déclaré avoir aperçu une sorte de sapin de Noël avec des lumières se diriger vers eux. Regardez ça. Il volait si bas et si près d'eux qu'il s'est automatiquement esquivé, pensant qu'ils allaient entrer en collision. L'objet a zoomé de très près. Immédiatement, le copilote a regardé le commandant de bord et lui a dit « Avez-vous vu ça ?» Et le capitaine répondit « Oui, je l'ai vu. » Immédiatement, les pilotes ont contacté par radio la tour de contrôle de Manchester. L'équipage de tout avion est très préoccupé par les éventuels dommages que pourrait subir sa réputation. S'ils ont commencé à être connus comme ceux qui voient des soucoupes volantes, c'est ainsi.
Très intéressant que dans ce cas, et malgré cela les deux pilotes ont décidé que lorsque débarqués, ils allaient présenter un rapport officiel afin que les autorités en charge du l'aviation civile mènera une enquête approfondie, et c'est ce qui s'est passé. C'est la première fois que les dossiers du ministère de la Défense montrent comment cela. Un événement extraordinaire a déclenché une enquête à grande échelle menée par un enquêteur. Des collisions aériennes l'Antonibus. Au début, c'était quelque chose de très étrange, puisque c'était le seul cas où. Je me souviens des 7 années où j'ai travaillé dans ce département spécifique, dans lequel j'ai eu. Je dois faire face à quelque chose comme ça. On parle avec les pilotes, avec eux deux, on observe les enregistrements. Radar et transcription des voix des pilotes, ainsi que des enregistrements de ce qui a déclaré le contrôle aérien. Nous avons cherché tout ce qui pourrait en perdre. Lumière sur ce que pourrait être cet objet. Les pilotes ne veulent pas parler publiquement du collision qui a failli se produire, mais les dossiers du ministère de la Défense enregistrent ce qu'ils ont dit. À l'époque à Antonibus. Au début, j'ai concentré mon attention sur le bouclier brillant qui c'était devant nous, mais quelque chose sur les côtés m'a distrait. L'objet avait de nombreux petites lumières blanches, comme un sapin de Noël. Il roulait à une vitesse très élevée et, même si c'était impossible de calculer la distance, c'était très proche. Il existe une transcription de la conversation entre le capitaine du 737 et ceux du contrôle au sol. Manchester, je parle depuis le Speedbird 5061, il s'est passé quelque chose sur nous, sur le flanc. À grande vitesse. Et ceux de Manchester leur ont immédiatement répondu, rien n'est vu sur le radar. Était-ce un avion? Eh bien, il avait des lumières, il nous a dépassés à tribord très rapidement. Est-ce que ceux de Manchester ont posé la question ci-dessus? Oui, un peu au-dessus de nous, oui. Ceux de Manchester leur ont conseillé de garder les yeux grands ouverts au cas où ils verraient quelque chose. Plus, mais ils n'ont rien vu. Cet objet devait être très rapide. Il a dû être très rapide ou descendre très rapidement lorsqu'il vous a dépassé. Bon, allons-y. La tour de contrôle de Manchester n'a rien trouvé sur le radar. Selon l'expert en radar Doug Robb, ce fait est extraordinaire. La probabilité qu'une telle activité ne soit pas détectée est faible, puisque plusieurs radars fonctionnent dans la zone. Et tout mouvement à ces niveaux aurait dû, presque sans aucun doute, générer une réponse sur le radar. Mais rien n'a été vu. Alors, qu'est-ce que le radar n'a pas détecté? Les archives du ministère de la Défense montrent que les enquêteurs et les pilotes ont envisagé toutes les possibilités. Pensez-vous que c'était un deltaplane? La nuit, ce serait un suicide. Un deltaplane n'attirait pas l'attention d'un radar normal, n'est-ce pas? Une comète? Non, je ne pense pas. Un météore pourrait en effet être détecté si le radar regardait juste dans la bonne direction lorsque ce débris passait à grande vitesse. Un objet militaire? Peut-être, mais je ne l'ai pas reconnu. Et nous sommes proches d'un grand aéroport. Cela aurait dû apparaître sur le radar. Un avion espion? Je ne pense pas. Cela ne ressemblait pas à un avion furtif. Les radars normaux ne parviennent parfois pas à détecter les avions furtifs. Un avion espion se cacherait et ne volerait pas dans une zone où il pourrait être vu, et encore moins dans une zone comptant autant d'avions de ligne. Un ovni? Ne dit pas de bêtises. Je ne sais pas. Les pilotes n'ont pas menti. Il est vrai qu'ils ont vécu une expérience insolite qu'ils n'arrivent toujours pas à expliquer aujourd'hui. Les dossiers montrent que l'enquête a sérieusement examiné la possibilité qu'il s'agisse d'une activité militaire, mais n'a trouvé aucune preuve provenant d'une quelconque source officielle. Il est peu probable qu'un vol présentant ces caractéristiques ait lieu si près d'un aéroport international avec autant de trafic aérien. Alors, quel était cet objet? Nous découvrirons ensuite la conclusion cachée au ministère de la Défense depuis 1995, à laquelle est parvenue l'enquête d'Antonibus. Dans de nombreux incidents sur lesquels nous enquêtons, nous parvenons généralement à une conclusion définitive, mais dans le cas présent, nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons dû préparer un calcul de cause et de risque, et ni la cause ni le risque n'ont été calculés. Degré de risque incalculable, cause incalculable. C'est une déclaration très difficile à trouver dans un rapport aérien officiel, car elle dit en résumé que nous n'avons aucune idée de ce que c'était. J'aimerais savoir ce qu'ils diront à notre retour. Je suppose qu'ils vont se moquer de nous. À la fin du résumé dans lequel est rassemblée cette enquête, il ne fait aucun doute que les deux pilotes ont vu un objet et qu'il était de taille suffisante pour donner lieu à un rapport aérien officiel. Malheureusement, la nature et l'identité de l'objet restent un mystère.
Spéculer sur les activités extraterrestres, aussi fascinant que cela puisse paraître, n'est pas du ressort de cette équipe, donc ceux qui s'intéressent à ce domaine devraient le faire. Selon certains ufologues comme Nick Pope, l'absence de véritables conclusions laisse d'importantes questions en suspens. Cela me semble quelque chose d'extraordinaire. OVNI ne signifie pas voler un engin extraterrestre, mais il est clair que pour certaines personnes, qu'il s'agisse du capitaine et du copilote, des enquêteurs de l'autorité de l'aviation civile ou du ministre de la Défense, il est clair que quelqu'un penserait, peut-être s'agit-il simplement de quelque chose d'extraterrestre. Atterrir. Je ne peux pas deviner ce que c'était. La vérité est que je ne peux pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était. La seule chose que je sais, c'est que nous ne pouvons pas penser que nous savons tout dans ces fois. Il y a peut-être des choses que nous ne savons pas. L'enquête sur l'incident. Manchester nous montre le sérieux avec lequel le ministère de la Défense traite les observations. Encore inexpliquées. Cependant, le département d'ufologie reçoit des rapports depuis des décennies. Des pilotes. Les dossiers révèlent des observations pendant la Seconde Guerre mondiale et dans certains cas, ceux-ci étaient si importants qu'ils ont été transférés au plus haut niveau du gouvernement britannique. Les fichiers OVNI récemment révélés le confirment. Ce que de nombreux experts soupçonnaient, c'est que le gouvernement britannique enquêtait sur les observations. Sans explication depuis la Seconde Guerre mondiale. D'habitude, je n'en discute pas beaucoup avec des gens, juste mes amis les plus proches, qui en ont peut-être fait l'expérience pendant. Ils ont volé pendant la guerre. K2. Rencontre rapprochée à l'intérieur d'un bombardier. Printemps. 1944. La Grande-Bretagne lance de lourds bombardements contre l'Allemagne. Des rumeurs sur d'étranges missiles non identifiés parvinrent aux oreilles des plus hauts responsables et furent considérés comme une menace pour la moralité publique. Les archives du ministère de la Défense montrent que l'ordre les gardés secrets venaient des plus hauts niveaux. C'étaient des observations, comme celles vécues par le tireur Bernardi. Voici le journal que j'écrivais quand j'étais en guerre. Je vais lire ce que j'ai posté le 28 avril. Opération Essen. 300 avions ont survolé Essen. Di a ensuite écrit sur l'observation la plus extraordinaire. Objet non identifié. Que j'ai décrit comme d'énormes boules de feu. C'est la première fois que Bernardi. Il parle à la télévision de ce qui s'est passé cette nuit-là. Nous quittions la zone la plus dangereuse. Et nous étions de retour à Piggen Hall, Notre Base. Nous allions en France. Et tout semblait calme. Soudain, j'ai vu 3 boules de feu venir d'en bas. Et je l'ai dit à notre pilote, Arthur Horton, par interphone. Quelques secondes plus tard, un tireur derrière eux, Brian Harper, aperçoit 2 autres boules de feu. À ce moment-là, Arthur devint un peu inquiet et demanda « Étaient-ils des soldats ?» Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des boules de feu qui se dirigeaient vers nous. J'ai dit à Arthur de faire une manœuvre d'évasion. Équipage du corps, tribord, allez, allez. Nous roulions à plus de 400 km par heure. L'avion a tremblé comme une feuille et cela n'a toujours pas continué. Le pilote avait peur de griller le moteur. Notre ingénieur Dave a dit « Mais qu'en est-il du moteur ? Ne vous inquiétez pas pour le moteur, madame. Continuez, continuez ou quelque chose comme ça. » Les mots étaient quelque peu grossiers. L'équipage et moi avions très peur de voir ces balles. Après avoir parcouru une très courte distance, ces 5 objets rouges ont ralenti. Et les lumières rouges ont simplement disparu dans l'obscurité autour de nous. Et nous sommes rentrés chez nous sains et saufs. De retour à Milliton Hall, notre base. Eh bien, il est courant que les agents du renseignement demandent à chaque équipe. Ils n'arrêtaient pas de se moquer de nous, ce qui dérangeait le pilote, qui a répondu qu'il ne rirait pas autant.
s'ils avaient été assis dans l'avion avec nous. Que pense le tireur Bernard D de ces objets? Je ne savais pas quoi penser, mais je pensais que c'était juste une nouvelle arme inventée par les Allemands. Mais Bernard D n'est pas le seul. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un autre équipage d'avion a signalé des observations inexpliquées. Et nous savons désormais qu'au moins un de ces rapports a été supprimé, et que l'ordre de le faire est venu directement d'en haut. En temps de guerre, le Premier ministre Winston Churchill était si effrayé par la fuite du rapport qu'il a ordonné qu'il ne voit pas le jour pendant 50 ans. Monsieur Churchill a déclaré que l'incident d'OVNI devrait rester classifié pendant au moins 50 ans et serait examiné par un futur Premier ministre. L'ordre de Churchill faisait spécifiquement référence à une observation vers la fin de la guerre par un équipage britannique revenant d'une mission de reconnaissance en Allemagne. Dans les fichiers, il apparaît. Mon grand-père participait à un débat sur un incident inattendu subi par l'équipage d'un bombardier de l'armée de l'air britannique. Les archives du ministère de la Défense montrent que l'histoire a pour origine le petit-fils de l'un des gardes du corps de Churchill, qui était présent à une réunion urgente entre le Premier ministre et le capitaine américain des troupes alliées, le général Eisenhower, qui ont discuté ensemble de cet incident. Il a écrit pour voir si le ministre pouvait confirmer cette histoire selon laquelle cet homme, qui était garde du corps, était présent à une conversation entre Winston Churchill et Eisenhower au sujet d'un mystérieux incident vécu par l'équipage d'un avion de reconnaissance de la Royal Air Force. Ils ont vu un objet métallique qui est apparu à côté de leur avion et ont suivi l'avion et se sont comportés d'une manière complètement inexplicable pour qu'il s'agisse d'un avion allemand ou de tout autre type d'avion nazi ou d'objet volant dont ils avaient connaissance. Un grand expert en aéronautique était également présent à la réunion. Il a exclu la possibilité qu'il s'agisse d'un missile, car les missiles ne peuvent pas adapter leur vitesse à celle d'un avion qui vole plus lentement puis accélère à nouveau. Churchill a veillé à ce que cette affaire n'aille pas plus loin. Une autre personne présente à la réunion a évoqué la possibilité qu'il s'agisse d'un objet volant non identifié, ce qui a incité Churchill à annoncer que l'incident devait être classé immédiatement. Mais le dossier va plus loin. Une ligne extraordinaire explique la terreur de Churchill face à la réaction du public à l'observation de cet ovni si jamais cela devenait public. Cet événement doit être immédiatement classé car il provoquerait une psychose collective au sein de la population et détruirait la croyance dans l'Église. Cependant, le dossier révèle également que ce n'était pas la première fois que Churchill était impliqué dans ce type d'observation. En octobre 1912, des lumières mystérieuses furent observées dans le ciel au-dessus des chantiers navals Cyrne dans l'Essex. Winston Churchill était le premier lord de l'amirauté et il a dû s'occuper de cette affaire. De plus, Churchill a dû admettre au Parlement qu'il ne pouvait pas expliquer ce qui avait été vu. Les archives montrent qu'une fois la guerre terminée, Churchill s'est intéressé aux observations inexpliquées. Après les observations de Washington DC en 1952, ce sujet a fait la une de nombreuses pages. Winston Churchill s'y intéresse à nouveau et envoie une note au secrétaire d'État à l'air. C'est quoi cette histoire de soucoupe volante? Qu'est-ce que cela peut signifier? Quelle est la vérité? Envoyez-moi un rapport dès que possible. Jusqu'à présent, Bernardi ne savait pas qu'il y avait eu d'autres observations pendant la Seconde Guerre mondiale, que Churchill voulait garder secret dans une période aussi critique. Nous lui avons montré le dossier du ministère de la Défense sur Churchill qui venait d'être rendu public. Après avoir lu ce reportage, j'ai le sentiment qu'il est identique à ce que nous avons vu cette nuit-là. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, mais je ne suis pas surpris qu'il voulait raconter puisque cela s'est produit pendant la guerre. Et force est de constater que ces objets ont existé. Il est intéressant de noter qu'au cours des années 1940, les membres d'équipage des avions ont vécu de nombreuses observations et il y a plusieurs dossiers dans les archives nationales de la Royal Air Force qui détaillent certains de ces rapports qu'ils appellent phénomènes de type fusée, mais ils n'ont jamais pu les expliquer. À la fin de la guerre, lorsque les pilotes furent informés de la Luftwaffe, ils ont dit qu'eux aussi avaient vu des choses similaires et qu'ils pensaient qui étaient les armes secrètes des Alliés. Y a-t-il une explication à ce que l'équipage de l'avion a vu? Dave Clark a sa propre théorie.
Ils pensaient simplement que le personnel navigant avait souffert de perceptions erronées. Ils attendaient l'action de l'ennemi et étaient trop chargés d'adrénaline. Étaient-ce des ovnis ou pas? Les archives montrent que les dirigeants de la Seconde Guerre mondiale souhaitaient désespérément que ces observations ne soient pas révélées. Le dossier suivant révèle que, même des décennies plus tard, le gouvernement britannique était toujours très effrayé par cette question. Des photos d'ovnis ont-elles été cachées? De nombreux experts en ovnis estiment que le dossier Pitlochry illustre l'une des conspirations ufologiques les plus importantes de ces derniers temps. Il s'agit de photographies sur lesquelles un objet volant non identifié apparaît au-dessus d'une vallée isolée en Écosse. Les photographies ont été envoyées au ministère de la Défense, mais elles ont mystérieusement disparu. Le journaliste Mark Pilkington suit ces images depuis des années. Les photographies de Pitlochry au ministère de la Défense remontent au 4 août 1990, lorsque deux témoins sur l'autoroute A9 près de Calvin, située à côté de Pitlochry, ont affirmé avoir vu un gros avion en forme de losange dans le ciel pendant environ 10 minutes et en avoir pris 6 photographies. L'objet qu'ils prétendent avoir vu était accompagné de 2 avions que le ministère a ensuite identifiés comme étant 2 Harrier. L'auteur des photographies n'a jamais été identifié. Il a envoyé les 6 clichés au journal scottish Daily Record. Le journal n'a pas révélé l'affaire, mais l'a renvoyé au ministère de la Défense pour enquête. Le ministère de la Défense a fait ses propres copies des photographies qui, à partir de ce moment, ils ont disparu. D'après les dossiers, ils ont renvoyé les négatifs originaux au journal, qui, inexplicablement, n'a jamais mis cette question en lumière et n'a jamais publié les photographies. Apparemment. Le journal a restitué les clichés aux 2 hommes, dont les noms ont été expurgés. Du dossier, nous ne pouvons donc pas leur demander. C'est un mystère sur un autre mystère. Il ne reste au dossier qu'une photocopie des prétendues photographies. 1. À partir de là, les experts ont décrit ce qui avait été vu. Cependant, Nick Pope avait entre les mains les photos et le dossier original, lorsqu'il travaillait pour le ministère de la Défense. La Defense Intelligence Agency, comme le Joint Air Reconnaissance Intelligence Center. Ils l'ont analysé attentivement et sont parvenus à une conclusion claire et unanime. L'objet était réel, il mesurait environ 25 ou 30 mètres de diamètre. Je me suis assis à côté de mon homologue du renseignement de défense, lors d'un briefing sur les ovnis. Et nous avons longuement parlé de cette photographie. Ce sujet intéressait la défense car elle pouvait évidemment faire des choses que nous ne pouvions pas faire. Nous voulions cette technologie. Le ministère de la Défense était déterminé à minimiser le problème. Il existe quelques instructions intéressantes rédigées par le service de presse du ministère de la Défense. Les lignes de défense à suivre si ces photographies parvenaient aux journaux et étaient interrogées à leur sujet. Il y a une section qui dit essentiellement que nous avons vu les photographies et qu'aucune conclusion définitive n'a été tirée sur l'objet allongé en forme de losange. Et s'ils se sentent sous la pression des médias, ils devraient dire que toutes les observations sont transmises au personnel des départements responsables de la défense aérienne britannique. Pendant qu'il travaillait pour le ministère, Pope avait une copie agrandie de la photographie accrochée dans son bureau jusqu'à ce que son supérieur la retire personnellement. Une suggestion était qu'il s'agissait d'un prototype secret d'un avion espion américain. Mon chef de section s'est convaincu qu'il s'agissait sûrement d'une sorte d'avion ou d'avion secret et m'a ordonné de le démonter. Nous savons d'après les dossiers qu'il y a eu beaucoup de controverses internes quant à savoir si les Américains pilotaient cet incroyable avion espion, et si cela était vrai, pourquoi n'avaient-ils pas demandé la permission de faire voler cet avion au-dessus de l'espace aérien britannique? Le journaliste Mark Pilkington estime que les événements de cette époque auraient pu influencer ce que les gens pensaient voir. Cela s'est produit 2 jours seulement après le déclenchement de la Première Guerre du Golfe, et bien entendu, un important déploiement d'avions a été déployé vers le Moyen-Orient. Le Royaume-Uni était une sorte d'escale intermédiaire, une sorte de rampe de lancement pour beaucoup de ces avions. Le ministère de la Défense s'inquiétait de la réaction de l'opinion publique, tout comme Churchill 4 décennies plus tôt. Le ministère britannique de la Défense a-t-il tenté de cacher les photographies de Pitlochry? Il est possible que le ministère ait détruit ces images, peut-être parce qu'il croyait qu'il s'agissait d'un avion espion américain dont il ne disposait pas,
ou plutôt dont nous n'avions pas connaissance. Ou peut-être que cet objet n'a jamais été vraiment expliqué, parce que nous ne voulions tout simplement pas subir l'embarras de dire qu'il peut y avoir des choses dans notre espace aérien avec des vitesses et des manœuvres qui dépassent ce que nous connaissons et pourtant nous ne pouvons pas les expliquer. Cependant, nous nous basons tous, il faut le préciser, sur une image en noir et blanc très déformée et floue, qui, pour autant que je sache, aurait pu être peinte par un enfant avec de la peinture. Mark Pilkington est toujours à la recherche des photographies authentiques de Pitlochry pour découvrir ce qui a mis à l'épreuve le ministère britannique de la Défense. Cependant, 6 ans plus tard, au large de la côte et de la Grande-Bretagne, une autre observation d'OVNI déclenche une autre enquête militaire à grande échelle et un défi majeur pour le secrétaire d'État à la Défense. En 1996, le ministère de la Défense a subi une grave brèche dans la défense du Royaume-Uni, provoquée par un OVNI en East Anglia. Les dossiers révèlent que non seulement la police, les gardes-côtes et l'armée de l'air étaient impliqués, mais que le ministère de la Défense avait été appelé à faire décoller des avions de combat. Je suis très préoccupé par un incident récent au large des côtes d'East Anglia, au cours duquel un objet volant non identifié a été aperçu et recherché par plusieurs systèmes radars militaires différents. Pourquoi nos avions n'ont-ils pas décollé? Ce fut l'une des plus grandes frayeurs de l'histoire de l'ufologie, et tout a commencé par une calme nuit d'octobre sur la côte est. K4. Décollage. Ce sont les policiers qui ont appelé les premiers pour signaler l'affaire. Il y a un extrait à ce sujet. Tôt ce matin, la police a vu une étrange lumière rouge et verte dans le ciel se dirigeant vers le sud-est de Skene. Il semblait se trouver en hauteur, juste au-dessus de l'estuaire du Wash. La patrouille de police a signalé l'observation au sergent du commissariat. J'ai immédiatement appelé la salle de contrôle de Skene et ils l'ont transmis au service de sauvetage maritime et côtier de Greyarmouth, pensant qu'il pourrait s'agir d'un incident lié à la mer. Nous avons reçu un avertissement vers 3h15, heure locale, de la part de la police de Skene, qui a vu ce feu se diriger vers le sud-est. On ne savait pas vraiment ce que c'était à l'époque. Nous avons immédiatement tout signalé aux radars de défense locaux pour voir s'ils pouvaient voir quelque chose. L'appel est parvenu à Neatished, le centre de défense aérienne le plus important du sud de l'Angleterre. Le radar de Cluxby a trouvé quelque chose aux coordonnées 2-1 degrés. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un scintillement sur l'un des radars qu'ils n'ont pas pu identifier. Ce n'était pas un avion. Le mystérieux clignotement du radar et les étranges lumières que la police a vues seraient-ils les mêmes? Ils ont commencé à recevoir des appels de gens paniqués. Non, ils ne nous envahissent pas. Un appel a alerté la navigation pour qu'elle surveille d'autres lumières étranges. Puis un bateau est arrivé. N-Bay. Nous connaissons Yarmouth, nous apercevons quelques lumières au-dessus de l'estuaire du Wash. Le navire qui était en mer, le Konoko, se trouvait plus ou moins dans cette zone. À 15h50, la patrouille de police de l'Eland court sur le toit du commissariat pour enregistrer les étranges lumières. Et parvient à enregistrer une séquence de 5 minutes dans laquelle un seul rayon de lumière blanche immobile peut être vu. La nouvelle de l'observation d'OVNI se répand rapidement. La transcription de la conversation entre les gardes-côtes, la police et les ouvriers du navire a été divulguée dans la presse locale. Soudain, c'est devenu un célèbre incident lié aux ovnis qui a attiré l'attention du parlementaire local. L'observation a gagné tellement de popularité que le député travailliste Martin Redmond lui-même s'est impliqué et a dû répondre à des questions très difficiles. Martin Redmond a dit « Voyons voir, vous avez des policiers qui voient des ovnis, des officiers de l'armée de l'air britannique qui les suivent au radar et vous n'avez toujours pas réussi à trouver cet avion pour l'examiner. » Il existe une copie de la lettre que Martin Redmond a envoyée à l'honorable Michael Portillo, secrétaire d'État à la Défense. C'est dit comme ça. Je suis très préoccupé par un incident survenu récemment au large des côtes d'East Anglia, au cours duquel un objet volant non identifié a été aperçu et recherché par plusieurs systèmes radars militaires différents. Je suis intéressé à découvrir ce que les gens ont vu. Mes principales préoccupations proviennent de la confusion excessive qu'un événement comme celui-ci a provoqué. En réalité, il attaque le ministère de la Défense en lui demandant pourquoi vous n'avez pas réagi. Que fait l'armée de l'air britannique? Cela leur a fait beaucoup de mal.
Les archives décrivent cette période comme une période de chaos. La lettre a déclenché une enquête au ministère pour expliquer pourquoi l'armée de l'air n'a pas agi. Doug Robb était alors le chef des opérations de nuit. Nous lui avons montré ce que le ministère avait découvert et les conclusions ne l'ont pas surpris. Ce diagramme montre le graphique produit par le radar dans la région de Boston cette nuit-là. Et, en conclusion, cela montre que la classe B a bel et bien détecté l'objet, mais il ne bougeait pas et était au sol. Après enquête, ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'un clocher d'église. La souche de Boston, comme on l'appelle communément. Les dossiers indiquent catégoriquement que c'est lui qui est le coupable. Cette église est connue comme la souche de Boston dans le monde de l'aviation, puisqu'il apparaît parfois sur certains radars, en fonction de ses conditions de propagation. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'un phénomène sans rapport avec les lumières vives et immobiles observées par la police de Boston et de Skene et par l'équipage du navire. Le rapport concluait que l'ordre de décollage des chasseurs n'était pas justifié, aux grandes dames du député Martin Redmond. Les avions pourraient décoller si un objet situé à environ 500 km s'approchait à grande vitesse, mais ils ne décolleraient pas à cause de quelque chose d'immobile au sol. Je veux dire, quelle menace y avait-il? Si ce que le radar a détecté était réellement une église, quelles étaient les mystérieuses lumières que la police et les personnes à bord du navire ont vues? Le ministère de la Défense a examiné les séquences vidéo enregistrées par la police. Cela ressemble à une lumière lointaine venant du ciel. Le ministère de la Défense a envoyé la séquence à l'Observatoire royal de Greenwich pour analyse. Ce rapport est resté sous clé depuis 1996 au ministère de la Défense. Jan Ritpat, expert en ovnis et en astronomie, a vu à la fois les découvertes et la vidéo de la police. Si nous regardons la vidéo, nous verrons un point lumineux brillant qui reste immobile et semble ne rien faire. C'est pourquoi je crois que même les témoins les plus qualifiés peuvent commettre une erreur très fondamentale, celle de confondre les corps célestes. Celle qui déroute le plus est généralement Vénus. En fait, elle est connue comme la reine des ovnis, car la nuit, c'est le corps le plus brillant du ciel derrière le soleil et la lune, et c'est peut-être ce que la police a vu. Il pense également qu'il y a une explication à la couleur des lumières. Lorsque le zoom est très proche, il est très courant que l'appareil photo arrête la mise au point, et c'est pourquoi. On peut voir des figures étranges, qui ne sont rien d'autre que le diaphragme de l'appareil photo lui-même. Mais cela n'explique pas non plus ce que l'équipage du pétrolier a vu. L'enquête du ministère affirme avoir vu une lumière qui n'allait pas dans la direction de Vénus, et cela les a troublés. Ces lumières n'ont toujours aucune explication. Mais l'expert Jan Ritpat estime qu'il existe une réponse. L'objet que ceux à bord du navire ont vu au nord, je crois, est une autre étoile brillante, appelée Vega, qui clignote et émet des lumières de plusieurs couleurs. L'expert sceptique en matière d'ovnis, Dave Clark, pense qu'il y a une raison pour laquelle cet incident est devenu si pertinent. Cela s'est produit en 1996, lorsque la série X-Expérience a connu son taux de popularité le plus élevé à la télévision. C'est en 1996 et en 1997 que le plus grand nombre de rapports ont été reçus depuis 1978. Alors, le dossier East Anglia est-il désormais clos? Ou de nouveaux mystères émergeront-ils, comme ceux qui se sont produits dans l'une des affaires les plus célèbres de Grande-Bretagne? Et qui refuse d'être oublié, le Roswell du pays de Galles? K5. Le cas Roswell au pays de Galles. En 1974, des milliers de personnes ont été victimes d'un violent tremblement de terre dans le nord du pays de Galles. En même temps, on voyait des lumières tomber du ciel. Certains ufologues pensent qu'un ovni est entré en collision, et qu'on a tenté de cacher l'affaire connue sous le nom d'affaire Roswell au pays de Galles. C'était des bruits très forts, oui. Soudain, toute la maison vibra. La maison commença à trembler. On aurait dit que c'était juste au-dessus de nous. Je pensais que la maison était en train de s'effondrer. Il y avait une lumière venant des montagnes, là-bas. 24 janvier 1974, 21h50 de Greenwich. 5 corps incroyablement brillants traversent le ciel. De nouvelles données ont été révélées, ce qui alimente encore davantage le mystère. L'un des témoins les plus importants de ce que l'on appelle l'incident de Bergen est Hugh Lois, qui était à l'époque fils d'agriculteur et n'avait que 14 ans. Juste après 20h30,
la famille de Hugh a ressenti un tremblement de terre dévastateur. Ce fut une expérience terrifiante. Même aujourd'hui, 40 ans plus tard, Hugh se souvient de ce jour comme si c'était hier. J'ai entendu comme un coup sec. Et aussitôt, tout s'est mis à bouger très violemment. La lumière vacillait et la télévision, les lumières et la photo qui apparaissaient sur la télévision ressemblaient à des flocons de neige sur l'écran. Nous avions tous très peur. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Enoch a dit, cela a dû être une explosion. Et puis le téléphone a démarré. Ça a commencé à sonner. Les voisins nous ont appelés pour nous demander, avez-vous ressenti cela? Et soudain, environ 20 minutes plus tard, nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. Bon après-midi. Bonjour, c'étaient des policiers. Ils ont répondu que oui, qu'ils avaient été informés qu'un avion s'était écrasé dans les montagnes du Berguin et qu'ils devaient réquisitionner notre Land Rover pour y arriver. J'avais 14 ans, alors j'ai dit, Enoch, tu ferais mieux de conduire. Et nous avons continué à gravir la montagne pendant près d'1 kilomètre, peut-être plus d'1 kilomètre. Alors nous sommes sortis de la voiture, nous nous sommes arrêtés un instant, avons pris nos lampes de poche. Tout était très calme et très sombre, il n'y avait rien à voir. Distribuer les lampes de poche. Et l'un d'eux a dit, il n'y a rien ici, tout est très calme, on ne voit rien, il vaut mieux que tu descendes. Nous allions donc regagner les voitures lorsque nous avons aperçu une lumière blanche très brillante. Qu'est-ce que c'est? Dans la vallée, juste derrière ces arbres, à gauche. Dans la vallée, entre ces deux montagnes, nous avons vu une lumière blanche très brillante sortir comme si elle venait de la terre vers le haut. Et c'était très, très lumineux. Je savais que cela venait de la terre, mais nous ne pouvions pas voir ce qu'il émettait car il était très loin dans la vallée, caché. Cela ne ressemblait pas à la lumière d'un accident d'avion. Il faisait trop blanc pour avoir du feu à proximité et cela n'a duré que très peu, 20 secondes tout au plus. Ils ont fouillé toute la montagne, mais il n'y avait aucun signe d'accident d'avion. Quelle était alors cette lumière? L'ufologue Andy Roberts étudie l'OVNI de Berguin depuis des années. Bien qu'il soit sceptique, il reconnaît qu'il existe un mystère central concernant un autre témoin clé de l'incident. Dans une ville voisine appelée Yanderville, vivait une infirmière nommée Pat Evans. Là, elle a également ressenti l'explosion, et comme elle était infirmière et disposait de l'équipement médical nécessaire, elle pensait que si un avion s'écrasait, elle pourrait s'y rendre et aider jusqu'à l'arrivée des secours. Pat Evans se trouvait avec 2 filles adolescentes à environ 6 km de Yulwa lorsque le sol a tremblé. Ça c'était quoi? Cela ressemblait à un avion. Il a donc emmené les filles, les a mises dans la voiture, a roulé pendant environ 10 ou 15 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne la route B 4391, s'attendant à voir un avion écrasé et en proie aux flammes. C'est la route sur laquelle je roulais. C'est une route qu'il connaissait très bien, donc il n'avait aucun problème pour y arriver la nuit. De toute évidence, elle s'attendait à voir ce qu'elle pensait être un désastre aérien. Et juste au moment où elle jetait un coup d'œil de l'autre côté de ce bosquet d'arbres, ce qu'elle vit la laissa absolument sans voix. Au loin, dans les montagnes à gauche, se trouvait une énorme boule de lumière rouge, blanche et orange vibrante. Quoi qu'il en soit, c'était trop loin de la route pour y accéder à pied. Pat et ses 2 filles étaient stupéfaites de voir la boule de lumière changer lentement de couleur. Il a commenté qu'il faisait la moitié de la taille de la Lune et qu'autour de cet objet, il y avait des lumières provenant de lampes de poche et de voitures en mouvement. Et il s'est rendu compte qu'aucun avion ne s'était écrasé et que certaines personnes étaient là en train d'observer ce que c'était. Puis elle est rentrée à la maison dans sa voiture, s'est couchée et aujourd'hui encore, elle est toujours perplexe et ne sait pas ce que c'était. Qu'ont vu Pat Evans et Hugh Lois cette nuit-là? Nous révélons que même l'arrivée des mystérieux hommes en noir ne peut répondre à toutes les questions. Les observations non identifiées de Pat Evans et Hugh Lois à Bergin, au Pays de Galles, en 1974, sont désormais entrées dans la mémoire populaire. Les dossiers du ministère de la Défense récemment révélés ajoutent encore plus de mystère. Des enquêteurs du British Geological Survey ont été envoyés à Bergin pour enquêter sur un tremblement de terre d'une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter. Immédiatement après le tremblement de terre, nous avons commencé à recevoir de nombreux rapports assez complexes concernant des lumières dans le ciel et sur la colline. Je réunissais donc une petite équipe de personnes pour y aller et demander aux gens ce qu'ils avaient vu, entendu ou ressenti. L'équipe du département géologique britannique commença à être connue à Bergin sous le nom d'Homme en Noir.
puisqu'ils étaient vêtus de costumes sombres d'apparence officielle et faisaient du porte-à-porte. Certaines personnes semblaient penser que tout cet événement était quelque peu suspect, et que nous, simples scientifiques du département de géologie, nous avons quelque chose à voir avec les événements suspects qui se produisent ici. Les fichiers contenant les notes de Chris rappellent son entretien avec l'infirmière Pat Evans, qui a vu la lumière non identifiée. J'ai ici les notes que j'ai prises lorsque j'ai parlé avec Pat Evans. Elle sentait les tremblements, mais elle était aussi très inquiète des lumières qu'elle voyait dans le ciel. Il pensait que c'était une grande lumière rouge qui brillait comme du feu. Il s'agit d'une copie de l'une des cartes que nous et notre équipe avons utilisées lorsque nous étions dans la région pour parler aux gens et que nous avons donc pu marquer sur la carte le point exact où nous avons mené cet entretien et donc ce que cette personne a vu, entendu et ressenti exactement. Cette carte inédite du British Geological Survey est une révélation. Il montre les lumières anormales vues par Pat Evans et Hugh Lois. Ils sont tous deux apparus dans la même petite zone de la colline en même temps. L'ufologue Andy Roberts revient au même endroit sur la colline où Pat et ses filles ont vu l'OVNI et où Pat Evans a raconté son histoire à Andy Roberts en 1998. Quand j'ai emmené Pat Evans sur cette route de montagne en 1998 et qu'elle m'a raconté son histoire, je l'ai photographiée. Et la photo que j'ai prise la montrait en train de montrer l'endroit où elle a vu ce qu'elle a vu en 1974. Et à en juger par la photo, il montrait cette direction, là où nous savons que la police et les agriculteurs fouillaient cette nuit-là. Pat Evans était sur la route entre Jangeneck et Wellspool, qui se trouve juste au-delà de cette forêt. Donc, si elle était là, elle a probablement vu la même lumière que nous, parce que c'était la ligne de démarcation. Je suis vraiment sûr que c'est la même lumière qu'elle a donnée. Des dossiers récents montrent l'explication du ministère de la Défense concernant l'explosion soudaine et les lumières mystérieuses. Les recherches ultérieures sur les pistes en question n'ont révélé aucune trace d'impact. Cependant, le bureau météorologique estime que ces observations pourraient avoir été causées par un bolide, c'est-à-dire un météore, qui pénètre dans l'atmosphère terrestre et se consume avant d'atteindre le sol. Une enquête privée menée pour le compte de la British Astronomical Society conclut cependant que le météore pourrait bien s'être désintégré au-dessus de Manchester et que son apparition a été précédée à 20h30 par une secousse sans lien avec les montagnes de Bergin. Alors ils ont répété une fois de plus qu'il s'agissait de deux choses qui se sont produites par hasard la même nuit. Il y a un météore qui brûle dans l'atmosphère et aussi un tremblement de terre. Alors cette incroyable coïncidence, deux phénomènes naturels distincts, une pluie de météores et un tremblement de terre se produisant simultanément, est-elle une réponse complète à ce mystère? Beaucoup de ceux qui croient aux ovnis ne le pensent pas. Ils pensent que les archives ne parviennent pas à répondre à la grande question. Quelle était la source de lumière que Pat Evans et Hugh Lois ont vue au sol? Ce que Pat a vu est donc un mystère absolu. Je n'ai pas pensé une seule seconde qu'il s'agissait d'ovnis, même si c'est quelque chose de non identifié. Il semble qu'il était sur Terre et qu'il s'agirait plutôt d'un objet terrestre non identifié, mais c'est un mystère. Ainsi, entre tout le battage médiatique sur les collisions d'extraterrestres et d'extraterrestres, et entre la vérité et la réalité du tremblement de terre et des météores, ce que nous avons est une observation mystérieuse d'un grand objet brillant et immobile au sol pendant au moins 10 minutes. Alors, cette affaire est-elle close pour les habitants de Bergin? De nombreuses questions restent encore sans réponse. Je crois que l'incident du mont Bergin n'est pas un cas que beaucoup de gens ont oublié. Certains pensent que la publication de ces dossiers est en soi de la désinformation et que le ministère de la Défense cache encore une grande vérité secrète sur les ovnis. Le ministère de la Défense a, au fil du temps, accepté de publier tous les fichiers ovnis. Mais tous les secrets seront-ils révélés? Il semble que le public ne soit pas encore prêt à cesser de croire en eux. Pour certaines personnes, les ovnis resteront parmi nous pendant un certain temps. Enfin, au moins jusqu'à ce que les vrais apparaissent. Certaines personnes suggèrent que ce ruissellement d'informations rendues publiques sur les ovnis. Il prépare les gens pour le jour où l'on annoncera que ces choses sont réellement réelles.